Madame, Monsieur, bonsoir. Le 4e numéro de Questions de choix accueille ce soir un philosophe, un intellectuel, un épicurien, écrivain médiatique, parfois controversé, Michel Onfray est ce soir l'invité de Questions de choix. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici dans le hall de Kedge, l'école de commerce de Bordeaux. Vous allez être interviewé par les étudiants de cette école de commerce et par les étudiants de l'école d'architecture. Nous allons ouvrir des dossiers de fond dans cette émission, mais permettez-nous un clin d'œil pour débuter. Un clin d'œil, je vous propose d'accueillir Clément avec sa trottinette. Bonsoir, Michel Onfray. Bonsoir. Alors, cette trottinette, c'est en quelque sorte un symbole par rapport à ce que vous avez pu dire sur l'infantilisation de la société. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, les adultes ne souhaitent plus grandir ? Oui, d'abord, vous avez l'âge, donc vous pouvez, il n'y a pas de problème. C'était en réponse effectivement à la proposition de Zemmour qui nous fait savoir que la société est en train de se féminiser. Moi, j'estime que c'est insultant pour les femmes d'imaginer qu'elles se féminiseraient alors qu'elles s'infantilisent. Je crois effectivement qu'on considère les enfants comme des adultes et les adultes se comportent comme des enfants. D'où effectivement les trottinettes, les baladeurs, les décorations diverses et multiples, les culottes à manches courtes. Et autre chose qui font qu'on a l'impression que les adultes ont envie d'être des adolescents. On a même créé le néologisme d'adolescent pour dire qu'effectivement il y avait un phénomène de société pour dire ces gens qui sont des adultes mais qui n'ont pas envie de l'être. D'accord. Alors ça, c'est pour les adultes, mais vous parlez aussi des jeunes. Vous considérez qu'a été créée une génération de crétins. Est-ce que l'on est tous des crétins aujourd'hui ? Bon, alors je ne suis pas bien sûr d'avoir parlé d'une génération de crétins. J'ai dit qu'on fabriquait des crétins. Mais une génération, c'est beaucoup pour moi. Oui, j'estime que quand on a décidé à l'école qu'on n'aurait plus à apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, que la chronologie était sans intérêt, que l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, tout ça, c'était sans intérêt, qu'il valait mieux finalement changer l'orthographe plutôt que de l'apprendre, j'estime effectivement qu'on ne facilite pas les choses et qu'on fabrique des crétins. Alors, individuellement, il faudrait voir, mais plus personne ne lit. On estime aujourd'hui qu'un chef-d'œuvre, il faut finalement l'épurer. On fait des Madame Bovary diminuées de je sais pas, des trois quarts la plupart du temps. Et puis on nous dit, c'est pas la peine de lire, ça sert à rien. Donc oui, je pense qu'effectivement, on a une école qui a failli. Elle n'est plus l'école de la République. Jadis, j'en suis un exemple, moi, mon père était ouvrier agricole, ma mère femme de ménage. L'école pouvait permettre à des individus issus de milieux modestes de s'en sortir. Aujourd'hui, ne s'en sortent que les enfants dont les parents sont d'un milieu élevé parce que la transmission, elle se fait dans la famille et pas à l'école. Alors, justement, pour rester sur votre enfance, vous avez eu une enfance particulière, justement. Quels sont les événements qui vous ont marqué, justement, dans votre enfance et votre adolescence ? Alors, il y en a eu beaucoup, hein. Vous parlez au pluriel, vous dites les événements. D'abord, j'ai vu la misère, la pauvreté au quotidien. C'est-à-dire l'absence de livres, l'absence de vacances, pas d'opéra, pas de cinéma, pas de théâtre, etc. J'ai vu l'exploitation, j'ai vu le manque d'argent à la maison, j'ai vu ces choses-là et je me suis promis un jour de rester fidèle à ça. C'était très imprécis pour moi dans ma tête. J'avais 12 ou 13 ans et je me disais je n'oublierai jamais ça. Je ne savais pas du tout ce que je deviendrais et que je vous rencontrerai un jour. Mais c'est plutôt ça, c'est-à-dire le contact de la misère, de la pauvreté, de la dignité dans la pauvreté. Et puis des gens simples, quoi, que je revois régulièrement quand je retourne dans mon village natal où j'ai une maison et je vois que les gens sont simples, francs, directs. Et cette base-là, elle m'a constitué quand j'étais enfant. J'espère qu'elle ne m'a pas failli depuis. Merci Clément, merci à tous vos camarades pour cette entrée d'émission. Michel Onfray, vous êtes un philosophe qui écrivez, vous enseignez. Vous occupez également les plateaux de télé, la une des magazines, parce que vous commentez à chaud l'actualité. On regarde quelques-unes de ces unes et on se retrouve avec l'ensemble des étudiants. Michel Onfray, on se retrouve ici à la cafétéria de Kedge avec les étudiants qui ont beaucoup lu, beaucoup travaillé pour préparer cette émission. Je vous présente Karen, François, Julien
et Tom qui vont vous interviewer. Pour débuter cette émission, les étudiants ont souhaité mieux comprendre le regard que vous portez sur leur génération, une génération entourée par un monde médiatique très puissant. Et c'est François qui vous pose la première question. Michel Onfray, vous êtes très présent médiatiquement. On a souvent l'occasion de vous voir passer sur les plateaux télé, de vous écouter à la radio. Moi, j'aimerais savoir pourquoi vous avez accepté de venir nous rencontrer ici, nous étudiants, sur le plateau de Questions de choix. Parce que j'ai été 20 ans enseignant dans un lycée technique et que j'ai quitté l'éducation nationale parce que l'éducation nationale a failli, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pas les étudiants. D'abord, moi je vieillissais, pas eux, c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai eu des élèves qui avaient 20 ans. Et quand j'ai quitté l'éducation nationale, ça m'a manqué le contact avec les jeunes. Et donc, j'ai créé une université populaire pour transmettre, parce que j'avais la passion et j'ai toujours la passion de la transmission. Mais en même temps, rencontrer des jeunes, ça me paraît important parce que je crois qu'il faut semer. On sème comme ça à tout vent. Puis à un moment donné où ça va germer parce que une phrase aura été dite, une rencontre aura été faite, parce qu'un propos aura été tenu. Et voilà pourquoi je suis là. Karen, pour la question suivante. Alors, dans une société où l'ascenseur social est pour certains en panne, est-ce que vous pensez que certains jeunes misent davantage sur des choses superficielles telles que gagner au loto ou participer à une émission télévisée plutôt que sur le travail ? Oui, parce que quand vous voyez aujourd'hui ce que l'éducation nationale exige, enfin les concours d'enseignement, je pense à l'agrégation ou au CAPES, enfin un peu moins maintenant, mais je dirais à une époque, c'était une énergie considérable, c'était un travail au quotidien, c'était 10 heures de boulot par jour, sans vacances, sans week-end, pour décrocher l'agrégation. Et vous vous retrouvez aujourd'hui avec ce genre de diplôme, qui est quand même un diplôme important, et vous vous retrouvez avec des petits salaires, avec des profs, des collègues qui n'ont pas forcément envie d'enseigner, et vous avez des classes dans lesquelles il y a éventuellement du chambard, parce que les élèves n'ont pas forcément envie d'avoir un cours de maths, un cours de philo, un cours de je ne sais quelle autre matière. Donc oui, effectivement, il y a un moment donné où on se dit que l'école comme elle fonctionne ne permet plus aujourd'hui les transmissions qu'on pouvait faire jadis, parce qu'on avait un savoir, les élèves étaient là pour accepter ce savoir, et puis pour ingérer ce savoir, et pour ensuite retrouver une place dans la société qui leur permettait d'avoir un salaire digne de ce nom. Or, on sait aujourd'hui qu'on a des exigences importantes pour vous donner des diplômes, et quand vous avez des diplômes, vous restez sans travail. Ou éventuellement, vous êtes dans un travail ultra précarisé parce que l'ubérisation fait la loi aujourd'hui. Donc je comprends que des individus puissent se dire, mais après tout, pourquoi je n'irai pas dans des radios crochets, pourquoi je ne deviendrai pas footballeur, pourquoi je ne tournerai pas dans des séries, des séries télé, pourquoi je ne deviendrai pas, je sais pas, un comique. Après tout, quand on voit des Cyril Hanouna ou quelques autres qui gagnent des sommes folles sans forcément avoir des bacs plus 10, on se dit effectivement à quoi bon un bac plus 10. Tom. Quelle solution proposeriez-vous pour être heureux dans cette société si anxiogène ? Il n'y a pas une solution qui permettrait de dire à chacun, voilà, vous avez en 2 temps, 3 mouvements la possibilité d'être heureux. C'est vraiment toute une éducation, c'est toute une pédagogie. Alors c'est une pédagogie familiale. Ça, les parents ont des choses à faire. Puis après, vous avez une pédagogie de société. Quand en fait, dans la société, on vous dit plus vous avez, plus vous êtes riche, plus vous êtes susceptible d'être respecté. Effectivement, dans une société comme celle-ci, ça invite à être cynique. Si vous dites, mais non, réussir sa vie, c'est pas exactement la même chose que réussir dans la vie, vous dites, ouais, c'est très bien, mais enfin, si je réussis pas dans ma vie, je vois pas comment je pourrais réussir ma vie. Parce que tirer le diable par la queue, ne pas avoir d'argent, ne pas avoir de salaire, ne pas avoir de métier, c'est pas forcément extraordinaire. Donc il y a des leçons de bonheur. Elles sont vieilles comme le monde. Dès que vous avez des penseurs, je pense à Ménotep, des gens comme ça, il y a 40 siècles, déjà la sagesse égyptienne, mais après les sagesses grecques, puis après les sagesses romaines, elles vous disent à peu près toute la même chose. Construisez-vous. Sculptez votre propre statut. C'est une invitation que faisait Plotin, qui est un philosophe platonicien, qui disait en gros, vous êtes un bloc de marbre, a priori. Si vous n'en faites rien, vous resterez un bloc de marbre, comme ça, brut. Mais il faut le tailler, le sculpter. Et votre existence, c'est ça. Construisez-la, fabriquez-la, et tâchez de la construire autour de la vérité, autour de choses essentielles, autour de l'amour, vraiment, autour de l'amitié, vraiment, autour de la camaraderie, vraiment, de la sincérité qui fait qu'autour de vous, vous allez déjà fabriquer la République à laquelle vous croyez. Et puis éventuellement, cette petite République, elle peut faire des petits comme ça par contamination. Julien. Donc on nous reproche assez souvent d'être une génération assez égoïste, et voire même qui s'engage très peu. Est-ce que vous pensez, que notre génération s'intéresse peu au monde qui l'entoure ?
Oui, mais vous êtes pas coupable, vous êtes victime, vous êtes des victimes. Je veux dire que quand vous avez aujourd'hui les médias qui vous enseignent les choses auxquelles il faut croire, le catéchisme, on a l'impression que jadis, dans les dictatures, les fascismes bruns, les fascismes rouges, Hitler, Franco, Pétain, Staline, Lénine, etc., au moins c'était clair. On savait que l'information était fausse, elle était biaisée, et qu'on vous enseignait des choses qui relevaient du catéchisme national. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on enseigne la liberté et la vérité. C'est pas vrai. On a aussi un autre catéchisme, mais c'est moins visible. Cette idée que l'euro, l'Europe, l'argent, le marché, tout ça, le cosmopolitisme ferait la vérité des peuples et tout, on vous enseigne ça très tôt, très vite. Il faut aimer l'autre, etc. Mais c'est quoi l'autre ? C'est mon voisin. C'est pas forcément l'homosexuel, c'est pas forcément la personne de couleur, c'est pas forcément le juif, c'est tout le monde. Dans une république, on n'arraisonne pas les gens à leur allure. Peu importe que les gens soient des hommes ou des femmes, des homosexuels ou des hétérosexuels, des blancs ou des noirs, on s'en fout. Si on veut faire une république au sens étymologique, res publica, une chose commune, il faut d'abord construire avec les individus tels qu'ils sont, mais pas avec des communautés. Donc effectivement, vous avez droit à cette idéologie-là, plein pot, dans les journaux, à la télévision, sur les médias qui se prétendent même de réinformation. Comment pourriez-vous échapper à cette contamination ? L'esprit critique, moi je l'ai eu beaucoup plus tard que je n'ai pu l'imaginer. J'ai fait des études à la fac. Quand on vous enseigne des choses à l'université, c'est un professeur d'université, vous n'allez pas mettre en doute. Si vous avez quelqu'un qui arrive à la télévision, qui est un philosophe, qui vous dit des choses, il y a une espèce de crédibilité. C'est dit à la télévision, vous l'avez entendu à France Culture. Donc il y a une espèce de crédit qu'on porte à toutes ces choses-là. En fait, c'est un catéchisme. Et vous obéissez à ce catéchisme. Parce que si vous sortez de ce catéchisme en disant, mais dites donc, par exemple, le réchauffement climatique, est-ce qu'il n'y aurait pas une composante qui relèverait du cosmos? Oui, d'accord, les hommes polluent, c'est vrai. Et ils contribuent au réchauffement de la planète, c'est une évidence. Mais il y a eu des cycles dans l'univers. Il y a eu des moments donnés où vous avez eu des glaciations et puis des réchauffements de la planète, il n'y avait pas les hommes. Donc effectivement, la position de notre planète dans le cosmos fait qu'effectivement vous avez des cycles. Et si il y avait une part de ce réchauffement de la planète qui entrait dans l'un de ces cycles-là. Si vous posez la question, vous devenez immédiatement climato-sceptique, associé à Marine Le Pen, donc à Vichy, à Pétain, etc. Vous n'allez pas prendre le risque. Donc vous restez dans le rang et effectivement vous êtes formaté. Votre intelligence est formatée. C'est difficile de sortir du formatage parce que vous en prenez plein la figure. Moi j'y ai droit, j'y ai eu droit. Il y a une de journaux, Assassine, qui vous disent, il fait le jeu de Marine Le Pen, il est vichiste, il est pétiniste, il est d'extrême droite, tout ce genre de choses. Donc oui, vous êtes une génération qui est formatée par une idéologie, mais c'est la pire des choses, vous ne le savez pas. Autant sous Lénine ou sous Staline, on savait qu'on était formaté par l'idéologie, ou sous Castro, autant sous François Hollande, ou sous Sarkozy, ou sous Fillon, qui vous voudrez, on ne voit pas quelle est l'idéologie à laquelle on vous oblige à croire. Alors pour ce deuxième chapitre de l'émission, nous avons décidé de parler un peu politique. Nous sommes dans une année électorale forte, année d'élection présidentielle. Nous venons de vivre des primaires à droite, il va y avoir des primaires à gauche. Les étudiants ont voulu voir avec vous comment vous jugiez cette situation, les messages qui ont été transposés dans ce cadre-là. Et c'est Karen qui vous pose la première question. Oui, alors aujourd'hui, 60% des jeunes ne vont pas voter. Est-ce pour vous le symbole, le symptôme du rejet de la politique ? Eh bien, je crois que c'est le symbole que vous êtes un peu plus lucide que vos aînés et que vous avez compris effectivement que nous n'étions pas en démocratie. Dans une démocratie, tout le monde est représenté. Dans une démocratie, une voix égale une autre voix. Et on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Vous avez le Front National qui est extrêmement important en France, qui n'a pratiquement pas de députés. Et puis vous avez par exemple les communistes qui ne sont pas très importants, mais qui ont beaucoup de députés. Voire les écologistes, peu importants, mais beaucoup de députés aussi. Vous dites qu'est-ce qui fait qu'on peut accepter que 25-30% des gens qui se sont exprimés ne sont pas représentés ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat? Pourquoi est-ce que des gens qui sont sous-représentés électoralement sont-ils surreprésentés au Congrès, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat? Je dis donc qu'il y a un défaut de représentativité, ça paraît évident. Quand vous regardez la représentativité, vous avez peu de gens de couleur, vous avez peu de gens modestes, vous avez peu d'ouvriers qui sont députés ou qui sont sénateurs. Ce sont souvent des cadres, des fonctionnaires, des profs, des avocats, des médecins, professions libérales, dentistes, etc. Mais des gens qui seraient chauffeurs de car ou ou comme la dame qui fait le ménage ici, elle n'a aucune chance de devenir députée. Et pourquoi ? Donc, vous voyez que d'abord, on ne représente pas les gens en fonction de leur vote. Ensuite, quand on les représente, on ne représente pas la totalité de ceux qui sont représentables. Et puis ensuite,
Quand vous jouez le jeu de la démocratie et que vous dites, bon allez, moi je suis un gentil électeur, j'y vais, je vote, et par exemple, je ne veux pas de ce traité européen, non pas parce que je suis contre l'Europe, mais parce qu'il est libéral, en 2005. Et que vous constituez une majorité, 53% si je me souviens bien. Vous dites, ben voilà, la France, elle a voté contre ce traité-là. Et vous avez toute la politique politicienne qui dit, ben vous l'aurez quand même, ce traité. Et le Congrès, Assemblée nationale, Sénat, les partis, à l'époque un certain Sarkozy, à l'époque un certain François Hollande, qui ont disparu de la circulation, et on voit bien pourquoi, disent, eh bien, ce que vous n'avez pas voulu par référendum, vous l'aurez par la convocation du Congrès. Et vous vous retrouvez, 3 ans plus tard, avec le traité de Lisbonne, qui reprend exactement la même chose. C'est Giscard lui-même qui dit que c'était le même traité. On avait juste changé l'ordre de 2 ou 3 paragraphes pour donner l'impression que c'en était un autre. Giscard, qui n'est pas un opposant à l'Europe. Hein. Et donc, il y a un moment donné, on se dit, mais à quoi ça sert d'aller voter ? Puisque quand on a voté, qu'on a dit ce qu'on souhaitait, on nous a dit de toute façon, c'est pas ça qu'il faudrait avoir, donc vous l'aurez quand même par un autre moyen. Donc je comprends que vous ne jouiez plus le jeu en disant on a vu, on a compris, ça sert à rien, on a toujours les mêmes de toute façon. Quand ils sont dans l'opposition, ils nous disent on va faire ceci, on va changer cela, etc. Ils arrivent au pouvoir, et puis dans la logique de l'Europe de Maastricht, on ne décide plus rien en France. La souveraineté, on l'a aliénée au moment de Maastricht, en disant on vous aliène notre souveraineté, et puis on va faire une communauté. Sauf qu'aujourd'hui, un chef de l'État, ils se battent tous pour être chef de l'État, mais il reçoit des parapheurs de Bruxelles et il signe. Il ne fait que ça. Puis il inaugure les chrysanthèmes, puis il va à la télévision pour dire qu'il va changer, que ça a déjà changé, etc. Donc moi je comprends que, en gros, en n'allant pas voter, vous soyez à la pointe avancée, je dirais, de ce que les citoyens sont en train de penser. Alors, il y a plein de questions, évidemment. Les étudiants ont préparé énormément de questions, c'est difficile. Vous avez le droit d'intervenir quand vous le souhaitez, bien évidemment. C'est Julien qui pose la question suivante. Vous, à titre personnel, vous avez bien dit que vous n'irez pas voter. Est-ce que vous n'avez pas peur, en disant des choses comme ça, que les gens veulent eux aussi ne pas aller voter? Est-ce que vous avez fait quelque part, parce que quelque part c'est un peu fuir ses responsabilités. Vous n'avez pas peur de ça, qu'il y ait trop de monde qui n'aille pas voter et que finalement on laisse sa voix alors que... Oui, vous savez, l'abstentionnisme, c'est pas moi qui l'ai créé. Je suis une voix parmi des millions de gens qui n'y vont pas. Et qui n'y vont pas parce qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas y aller. Et je pourrais vous faire l'histoire de mon rapport à l'élection. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à voter, j'y allais au premier tour, j'y allais au deuxième tour. Au premier tour, je choisissais. Mon premier vote n'était pas né, mais c'était pour Huguette Bouchardot, Parti Socialiste Unifié. Puis le deuxième tour, ça a été François Mitterrand. Donc au premier tour, on choisit ce à quoi on croit. Puis au deuxième tour, d'une certaine manière, on élimine celui qu'on ne veut pas voir et puis on élit quelqu'un. Et puis à un moment donné, vous vous dites, mais ça sert à quoi de voter contre ces idées? Parce que des fois, il en reste 2 au deuxième tour et vous dites, j'ai pas très envie ni de l'un ni de l'autre. Alors vous allez voter pour quelqu'un au premier tour, au deuxième tour, vous votez blanc. Puis après, vous vous dites, mais à quoi ça sert de voter au premier tour pour quelqu'un, alors que ça ou rien, c'est la même chose, puisqu'en gros, ça se fait entre 2 ou 3 personnes. Donc après, vous allez voter blanc et blanc. Et puis à un moment donné, vous vous dites, mais pourquoi je vais voter blanc? Voter blanc, ça veut dire j'y vais parce que je reconnais la règle du jeu. Mais en même temps, je n'ai pas trouvé mon candidat. Donc, il y a un moment donné où vous dites, je n'y vais plus parce que, 1, je n'ai pas trouvé mon candidat, et 2, je ne reconnais plus la règle du jeu. En fonction de ce que je viens de vous dire précédemment, là, la règle du jeu ne me convient plus. Les gens ne sont plus représentés. Les pauvres, les sans-grades, les miséreux, les oubliés, les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui n'ont pas de parole, pas la parole, je veux dire, ces gens-là ne sont jamais représentés. Je me dis, mais alors moi, je ne joue plus dans cette catégorie, là où il faudrait faire semblant d'être dans une démocratie, alors qu'il n'y a pas de démocratie. Maintenant, je fais une proposition. Je vais faire paraître un livre en mars, et je reviendrai à la librairie Mola pour en parler, qui s'appelle « Décoloniser la province ». C'est une façon pour moi d'être positif. C'est facile d'être négatif en disant « je suis contre celui-ci, je suis contre le système tel qu'il fonctionne, etc. » Puis de dire après « mais vous proposez quoi vous ?» Moi je pense que tous les candidats qui vont se présenter, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, sont des individus qui sont tous jacobins. C'est-à-dire qu'ils pensent tous que l'État, c'est Paris, et c'est à Paris qu'on décide. Et ça, c'est vieux. Philippe le Bel, la Révolution française, Napoléon, le général de Gaulle, la Ve République. C'est-à-dire l'État, c'est Paris. Il faut monter à Paris. Et il y avait une autre option pendant la Révolution française, qui était l'option des Girondins, qui est ici à Bordeaux. Et les Girondins sont des gens qui disent, mais à l'époque, il y avait 83 départements, ils disent il faut que Paris pèse 1/83e de la puissance de la nation. C'est-à-dire Paris, c'est comme n'importe quel autre département. Mais ce n'est pas Paris qui décide pour tout le monde. Et les Girondins ont été présentés comme des gens de droite, ils ont été guillotinés par Robespierre et les siens. Et ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire l'écriture de la Révolution française, elle se fait par les Jacobins. Moi, ce que je propose, c'est que le pouvoir soit donné aux communes.
que le pouvoir soit donné aux départements, que le pouvoir soit donné aux régions, qu'on ait même éventuellement des parlements, donc des parlements municipaux, mais des parlements départementaux, des parlements régionaux, où vous pourriez discuter, débattre, puis à un moment donné, quand on a débattu sur une question, on vote. Et quand on a voté, alors on a une décision. Donc redonner le pouvoir à la base pour faire de telle sorte que les gens se remettent à voter à nouveau en disant mais oui, là ça nous intéresse parce qu'on va élire des gens qui nous ressemblent et des gens qui sont soucieux de nous et qui savent ce qu'est la réalité. Michel, on ferait une dernière question sur ce chapitre politique, c'est Tom qui vous la pose. Est-ce qu'un philosophe comme vous aurait sa place au gouvernement ? Un philosophe au gouvernement peut-être, alors comme vous, à voir ensuite, mais première question, est-ce qu'un philosophe aurait sa place au gouvernement ? Alors ça, c'est une vieille idée de Platon. Hein. C'est l'idée du philosophe-roi ou du roi-philosophe. C'est-à-dire, on a un roi, on en fait un philosophe, ou on a un philosophe et on en fait un roi. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu des gens de lettres qui sont allés au gouvernement. Il y a eu Tocqueville qui a écrit de la démocratie en Amérique. Il y a eu récemment Luc Ferry qui s'est retrouvé dans un gouvernement de droite. Et on voit bien Chateaubriand, et on voit bien ce que ça donne. C'est-à-dire que l'homme de lettres disparaît au profit du politicien. C'est-à-dire qu'un philosophe n'est pas forcément mieux placé qu'un autre pour exercer le pouvoir. Exercer le pouvoir, c'est un métier. Philosophe, c'est penser, c'est-à-dire concevoir, avoir une vision. Quand vous êtes dans le réel, la vision, vous la laissez souvent de côté. Vous avez une opposition entre ce qu'on appelle l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est yaka, il faudrait, on devrait, moi je crois à ça. Sauf que l'éthique de responsabilité, c'est bah oui, mais il n'y a pas d'argent dans les caisses, comment on fait parce que ce n'est pas autorisé par la loi, ou ce genre de choses. Donc il faut un équilibre. Il faut que, effectivement, l'éthique de responsabilité soit en relation avec l'éthique de conviction et vice-versa. Mais on a bien vu que ce que les philosophes ont fait quand ils se sont trouvés ministres, ça n'a pas été extraordinaire, parce qu'ils ne savaient pas bien gouverner. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est disposer d'un chef d'État qui écoute les intellectuels. C'est-à-dire qu'il soit capable de rencontrer régulièrement des sociologues, des géographes, des historiens, des individus qui soient capables de faire remonter les idées du peuple. Et à partir de ce moment-là, on n'a pas forcément besoin d'exercer soi-même directement le pouvoir. Alors les étudiants vous écoutent bien sûr, vous lisent, et ils se posent des questions, notamment la place de la culture et de l'éducation dans la société. C'est le thème de ce 3e chapitre et c'est François qui vous pose la première question. Moi j'aimerais rebondir sur le thème de la lecture que vous avez esquissé lors de l'introduction. Aujourd'hui, on a moins d'un étudiant sur 10 qui lit au moins une page de roman par jour. Donc c'est-à-dire très très peu de gens qui sont intéressés par la lecture. Pour vous, quelle serait la place de la lecture dans notre génération aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que moi je fais partie des gens qui ont appris à lire et à écrire avec une méthode qu'on appelait la méthode syllabique. Et moi je faisais des dictées, des questions, etc. C'est-à-dire que, comme mon père qui a quitté l'école assez tôt, 12 ou 13 ans, a quitté l'école, eh bien, il faisait 2 dictées par jour. Une le matin, une l'après-midi. Et pendant qu'il répondait aux questions, l'instituteur, dans la même classe, corrigeait les copies, etc. Si vous faites 2 dictées par jour et que vous faites ça pendant la totalité de l'année, évidemment, vous allez apprendre l'orthographe. Si vous apprenez l'orthographe et que vous faites de ce qu'on appelait jadis de l'analyse logique, vous savez comment les phrases sont construites. Si vous savez comment les phrases sont construites, vous pouvez vous-même construire des phrases. Et à ce moment-là, disposer d'un jugement beaucoup plus avisé que celui qui ne saura pas lire. Vous savez qu'aujourd'hui, les dictées sont interdites et qu'on doit en faire 2 ou 3 par an. Et ce sont des dictées préparées. C'est-à-dire qu'en gros, on vous donne le texte, vous l'apprenez, on vous le dicte et on appelle ça une dictée. Ça veut dire que si on n'apprend pas l'orthographe, eh bien, on ne connaît pas les subtilités, on ne connaît pas les nuances. Si on ne fait pas d'analyse logique, on ne sait pas penser, on ne sait pas réfléchir. Et si on ne lit pas, on ne sait pas lire. C'est comme un sportif, si vous voulez. Si vous démarrez, quand je suis rentré au service militaire, on a dit, vous allez, dans 2 mois, vous allez courir 40 km. Je me disais, mais pas possible, c'est pas possible. Et puis au fur et à mesure, les gens ont commencé à cracher leurs poumons, puis ils ont couru. Et 2 mois après, tout le monde courait 40 km. Ça veut dire qu'il en va de même avec l'intelligence. Moins vous la faites fonctionner, moins elle fonctionne. Moins vous lisez, moins vous savez lire, moins vous aimez lire, en plus de ça. Parce qu'il y a une espèce de dégoût de la lecture, du genre on veut que ça aille vite. Je vous disais tout à l'heure qu'on faisait des morceaux choisis de Madame Bovary. Et si Flaubert a choisi de faire 400 pages, il a choisi de faire 400 pages. C'est pas je ne sais qui de dire on va faire 125 pages, c'est plus vite lu. Donc effectivement, on n'a plus de rapport à la lecture, on n'a plus de rapport à la bibliothèque, à la librairie. Moi j'achète des livres d'occasion depuis que quand je suis rentré à la fac à 17 ans, je suis tombé sur un libraire d'occasion, c'était formidable, j'ai acheté plein de livres. Sa femme a repris cette librairie, cette amie que j'ai perdue, mais elle me dit voilà, depuis 30 ans,
Voilà comment ça se passe. On a perdu des acheteurs, on n'a plus de jeunes. Un jeune rentre et il dit « Est-ce que vous avez le manuel de médecine de 2e année ?» Non. « Au revoir madame », il s'en va. Il n'y a pas de jeune qui arrive, qui regarde, qui fouille, qui repart avec 4 ou 5 bouquins. Voilà. Le livre est mort. Pour moi, le livre est mort. Et la lecture aussi. On est dans le fractionnement. Vous voyez comment on est perturbé par son téléphone portable déjà. C'est-à-dire qu'on reçoit un texto, immédiatement, on lit le texto. On a un mail, on lit le mail. C'est-à-dire qu'on zappe en permanence. Et si vous voulez lire Madame Bovary, il ne faut pas zapper. Il faut être capable de disposer d'1 heure, 2 heures ou 3 heures de temps pour pouvoir lire. Ça veut dire que vous allez vous fabriquer un cerveau de compétition. Si vous ne fabriquez pas un cerveau de compétition, vous aurez du yaourt dans la tête. Cerveau de compétition. Karen, question suivante, Karen. Alors, j'ai observé que vous étiez très agréable à entendre, très agréable à écouter. Vos interventions sont assez limpides. Par contre, lorsque je vous lis, j'éprouve certaines difficultés. Alors, est-ce que c'est un choix que vous assumez ? C'est pas un choix que j'assume, c'est simplement que ça va un peu dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a désappris à lire, la lecture est difficile. Le propre de l'écrit, c'est que ça n'est pas de l'oral écrit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui enregistrent des livres comme ça, ils parlent. Et puis il y a quelqu'un qui dactylographie. Vous avez même aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, mais des logiciels de reconnaissance vocale. Vous mettez devant votre micro, vous parlez, ça devient un texte. Mais l'oral mis par écrit ne fait pas de l'écrit. L'écrit, ça exige plus de densité, plus de précision, plus de rigueur. Ce qui fait que vous avez aussi la possibilité d'utiliser à l'écrit des mots beaucoup plus précis que vous n'utiliserez pas à l'oral. Il y a des mots, si vous les utilisez à l'oral, vous allez passer pour un pédant. Si vous parlez de transcendantal, par exemple, si vous l'expliquez, ça peut encore aller. Mais si vous dites ça, on est dans le registre transcendantal, on va dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous le faites par écrit, vous pouvez le préciser, le développer et dire des choses beaucoup plus précises. Moi, quand je lis un livre et que je découvre des mots que je ne connais pas, ça me réjouit. Parce que je me dis, je vais apprendre du vocabulaire, enfin. Alors que, je ne dis pas ça pour vous, hein, mais des gens me disent parfois, mais il y a trop de vocabulaire. Mais je dis, mais vous devriez être heureux, au contraire, de pouvoir apprendre du vocabulaire. C'est un petit peu comme si vous aviez une boîte à outils avec dedans un marteau, un tournevis. Avec un marteau, un tournevis, vous n'allez pas faire des opérations très fines, très précises. Mais si en revanche, vous avez plein de matériel dans votre boîte à outils, eh bien, en fonction des pannes ou des choses à faire, vous pourrez affiner les choses. Donc l'écrit, c'est ça. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure du cerveau de compétition. On acquiert un cerveau de compétition plus avec l'écrit qu'avec l'oral. Alors, les internautes, je vous le disais, Michel Onfray, nous suivent sur notre site internet. Avant de retrouver Alice, on va remercier Karen, François, Julien et Tom qui vont laisser leur place à leurs camarades. Et on va retrouver donc Alice pour les questions de nos internautes, s'il vous plaît. Bonjour à tous. La première question, c'est Mathéo qui nous la pose. Pourquoi avoir dit « lorsque l'on aime quelqu'un, il ne faut surtout pas vivre avec et il ne faut pas lui faire d'enfant ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Je suis désolé, j'entends rien. Ça fait un bruit fou. Si on pouvait avoir un peu de silence au fond... Parce que je vais répéter. Oui. Mais ça suffira pas. Hein. Mathéo nous pose cette question. Pourquoi avoir dit « lorsque l'on aime quelqu'un, il ne faut surtout pas vivre avec et ne pas lui faire d'enfant ». Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Ce que j'ai dit. C'est-à-dire que je pense que quand on est dans une logique amoureuse, mais vraiment l'amour, c'est-à-dire le désir de vivre, de vieillir et de mourir avec quelqu'un, pas le jeu amoureux, le jeu sexuel comme ça pour un jour, un soir ou quelque temps, ou le temps que ça dure. Et je pense qu'il ne faut partager que les bons moments. Et que la vie quotidienne ne permet pas de partager que des bons moments. La vie quotidienne, c'est se lever, se coucher, c'est mettre son linge au sale, c'est prendre sa douche, c'est aller aux toilettes, c'est préparer la cuisine, c'est ronfler, c'est enfin toutes choses qui font qu'il vaut mieux garder ça pour soi. Donc quand on peut vivre chacun chez soi, alors à ce moment-là, on peut vraiment fabriquer un couple parce qu'à chaque fois qu'on se voit ou qu'on se retrouve, on partage des moments merveilleux. Par ailleurs, pour les enfants, je veux dire, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. C'est pas parce qu'on a le matériel pour faire des enfants qu'il faut en faire. Et donc il y a un moment donné, moi j'ai pas fait d'enfants mais à dessein, parce que j'estime que on peut choisir de faire des enfants. Hein. Mais maintenant, on perd la totalité de sa liberté. Sauf si on joue en disant je fais un enfant avec quelqu'un que je peux quitter dans 2 mois, dans 2 ans, puis après je divorce, puis je vais refaire une famille, puis un autre foyer, puis encore un autre enfant, puis etc., etc. Moi je pense que les enfants ont droit à un équilibre, ils ont droit à une famille, ils ont droit à de la sérénité.
On parlait tout à l'heure des adultes qui se comportent comme des enfants. Nombre d'adultes se comportent comme des enfants parce qu'ils font comme s'ils avaient 15 ans. Ils divorcent facilement, ils se remettent en couple facilement, ils se remarient facilement, ils refont des enfants facilement, en ayant l'impression que pour les enfants c'est bien, c'est pas troublant, c'est pas désarçonnant. C'est désarçonnant pour les enfants ce genre de choses. Et si on n'est pas sûr de dire je m'engage à fabriquer un couple avec cette personne pendant 30 ans au moins pour la vie, on ne se dit pas pour 30 ans, on dit pour la vie. Et je m'engage donc à rendre possible un milieu dans lequel l'enfant va pouvoir s'épanouir, alors il vaut mieux ne pas en faire. Une deuxième question, Alice, une deuxième question de nos internautes, s'il vous plaît. Alors, une autre question donc de Laurence. Michel Onfray, que feriez-vous si vous aviez 20 ans aujourd'hui ? Alors ça, c'est un peu compliqué parce que je pense que si j'avais 20 ans aujourd'hui, je serais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un ouvrier, parce que je n'aurais pas le choix. Je ne pourrais pas me payer les études, je ne pourrais pas m'engager en disant je m'inscris dans une école et je contracte un emprunt que je vais devoir rembourser dès que je vais commencer à travailler. Et je ne suis pas bien sûr de trouver du travail quand je vais avoir mon diplôme. Donc je pense que ma situation sociale m'interdirait d'avoir des rêves et qu'elle me contraindrait, cette situation sociale, à devenir ce que, en gros, on est quand on est un fils d'ouvrier, c'est-à-dire on cherche un petit boulot et puis on devient, si on le peut soi-même, ouvrier, mais en sachant très bien qu'il y a une espèce d'ubérisation aujourd'hui du travail, c'est-à-dire qu'on fait des petits boulots, puis on enchaîne des petits boulots et on n'envisage pas une retraite, on n'envisage pas d'avoir un jour la possibilité de prendre des vacances ou ce genre de choses, parce qu'on est déjà bien content d'obtenir de temps en temps quelques boulots. Je pense que le milieu social qui était le mien m'interdirait aujourd'hui le trajet qui a été le mien depuis une trentaine d'années. Merci Alice, merci pour les questions de nos internautes. Pour cette deuxième partie d'émission, Michel Onfray, je vous présente Clémence, Lucie, Lucas et Étienne. Alors vous le savez, les étudiants qui sont venus vous interviewer sont issus de l'école de commerce ou de l'école d'architecture. Et nous allons ouvrir le chapitre architecture, justement. Et c'est Lucie qui vous pose la première question. Vous n'êtes pas de la région, mais vous connaissez bien Bordeaux et vous avez donc été témoin des transformations que la ville a subies ces dernières années. Trouvez-vous que les Bordelais ont changé eux aussi ? Ça, je ne peux pas vous dire très précisément, parce qu'autant depuis que je viens, depuis des années, et que j'ai cette histoire d'amitié avec Denis Mola, j'ai vu la ville changer. Il y a une décision d'Alain Juppé qui a été extraordinaire d'un point de vue pas seulement de l'architecture, mais de l'urbanisme aussi. Et il a vraiment redessiné cette ville. Il l'a refaite, il l'a repensée, il l'a conçue à nouveau frais. Et ça, je l'ai vu. Maintenant, pour savoir si ça a changé les Bordelais, il faudrait que je sois moi-même bordelais et que je puisse vivre avec les Bordelais pour pouvoir vous dire oui, tel quartier a été modifié, celui-ci s'est trouvé basculé vers le centre-ville ou éventuellement exclu du centre-ville et remis dans les quartiers. Et ça, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, quand vous changez le cadre de vie des gens, vous changez aussi leur vie. Il ne suffit pas forcément de mettre des bacs à fleurs aux fenêtres pour changer la vie des gens. Mais si vous rendez la ville plus fluide, plus agréable, plus joyeuse, plus heureuse, plus lumineuse, immanquablement, vous produisez des effets sur l'esprit des gens, sur leur comportement quotidien. Et puis, il y a une espèce de fierté. Et les gens savent bien qu'à Bordeaux, leur ville est regardée partout ailleurs en France, mais aussi partout ailleurs sur la planète. Et je crois que Alain Juppé et quelques autres a obtenu le classement de la ville au patrimoine de l'UNESCO. D'un seul coup, vous avez effectivement un écrin, un bijou extraordinaire. C'est une ville du 18e qui est aussi du 21e. Et en ce sens, ça contribue effectivement au moral des gens, bien sûr. Alors vous avez devant vous des futurs architectes pour certains, et c'est Étienne qui vous pose la question suivante. Alors, concernant l'architecture, ou plutôt l'acte de bâtir, vous avez dit « le payeur est roi ». On approche la fin des études, demain on sera architecte, et j'ai l'impression que malgré toutes nos bonnes intentions, notre marge de manœuvre sera probablement menue. Et je me demandais, dans le système capitaliste tel qu'il est, quelle place laisse-t-on à l'architecte et quelle importance accorde-t-on à la qualité architecturale ? Alors d'abord, vous l'aurez vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éducation à l'architecture. C'est-à-dire que jadis, on enseignait la musique, éventuellement. Aujourd'hui, on n'enseigne plus la musique, on dit aux enfants amenez vos disques et puis on va écouter ça ensemble, parce que ce serait trop autoritaire de leur faire écouter un opéra de Mozart. Et donc, il n'y a pas de place, évidemment, pour penser l'architecture. Vous aurez vu que finalement, c'est une niche intellectuelle. J'ai créé une université populaire en 2002 et on enseigne l'architecture à l'université populaire parce que j'ai voulu qu'on éduque au regard. On dise aux gens, mais quand vous marchez, levez la tête.
Vous marchez, il y a des flux, vous allez d'un endroit à un autre, mais en même temps, vous n'êtes pas capable de lever la tête et de regarder comment sont construits les bâtiments, comment sont agencés les bâtiments. Donc il faudrait une pédagogie de l'architecture auprès du plus grand nombre. Et pas seulement une pédagogie patrimoniale, c'est-à-dire qu'en disant, vous avez vu, vous avez des beaux bâtiments. Hein, on a des belles choses. Ça date du 16e, ça date du 18e, ça, etc. Ça, il faut le faire aussi, bien sûr. Mais je dirais une éducation au volume. Il faut que l'œil soit éduqué à la lecture du volume. Ça, c'est pas fait. Après, il faut éduquer les architectes probablement autrement que comme on les éduque aujourd'hui. Parce que nombre d'architectes aujourd'hui dessinent le même bâtiment. Il y a eu une époque où ça avait un sens de produire ici et là, et on fabriquait des architectures dont on pouvait dire qu'elles étaient régionales, à défaut d'être régionalistes, mais quand vous faites une maison avec j'allais presque dire les produits locaux, avec les matériaux locaux, bah, évidemment, si vous creusez et que vous avez du schiste, c'est pas exactement la même chose que si vous creusez et que vous avez de la craie. Donc, vous voyez bien comment, moi j'habite en Normandie, dans un endroit où le massif armoricain est pas bien loin, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest, et dès que vous prenez votre voiture et que vous faites 20 km, eh bien, les constructions en pierre laissent la place aux constructions en granit. Et ces constructions en granit, vous allez les trouver jusqu'à Brest. Donc vous voyez bien qu'il y a des matériaux de base avec lesquels on pouvait construire jadis, parce qu'il n'était pas question, ça n'avait aucun sens, de construire une maison normande avec des matériaux qu'on serait allé chercher à Brest. Ça n'avait pas de sens. Donc on creuse, on construit avec les matériaux ici. Ici, aujourd'hui, je veux dire, on a une architecture internationale, extrêmement conceptuelle. Vous avez des revues, et vous avez des gens qui regardent les revues et qui dessinent en fonction des revues. C'est un petit peu la même chose avec la philo. Vous avez des philosophes qui aujourd'hui font du commentaire de commentaire de commentaire. C'est-à-dire, ils disent, voilà, moi je fais un commentaire du commentaire de Heidegger qui commente Leibniz, qui lui-même commentait Platon. On peut faire ça. Est-ce que c'est de la philosophie? Je ne suis pas bien sûr, c'est de l'histoire de la philosophie. Aujourd'hui, on vous enseigne moins l'architecture que l'histoire de l'architecture. C'est-à-dire que c'est facile d'expliquer ce qu'est le dorique, le ionique, le corinthien, et puis éventuellement expliquer qui est Jean Nouvel en passant par le nôtre et quelques autres, et en vous expliquant des formes, faisant une espèce de grammaire des formes. Ce qu'il faut faire, c'est inviter à la création originale et autonome. C'est-à-dire non pas dire, moi je vais créer un bâtiment qui va ressembler au bâtiment de machin de bidule intel, je suis un néo-ceci, un néo-cela, mais juste dire, j'ai une proposition à faire. Et voyez comment l'idéologie, ce que les Allemands appellent le Zeitgeist, c'est-à-dire l'esprit du temps, je ne veux pas faire le pédant en parlant allemand, je ne suis pas germaniste, mais je veux dire, ce concept est extrêmement intéressant. L'esprit du temps fait que, dans un moment donné, des gens qui ne se connaissent pas, dans des géographies extrêmement différentes, composent dans le même esprit. Par exemple, les peintures préhistoriques. Pas d'avion, pas de train, pas de voiture, etc. Les hommes qui sont éloignés de manière considérable sur un continent, voire d'un continent à l'autre, des peintures rupestres asiatiques, par exemple, des peintures rupestres françaises ou européennes, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un esprit du temps. Eh bien, aujourd'hui, l'esprit du temps, il est donné par les médias, par l'informatique ou par Internet. Vous tapez un truc et vous avez accès à la totalité des architectures de la planète. Vous avez un œil, et cet œil, il est conceptuel, cérébral, platonicien. Toutes les architectures sont comme ça. Des lignes, des horizontales, des verticales, des carrés, des blocs, etc. Or, vous avez une architecture vitaliste. Vous avez, par exemple, à Barcelone, Gaudi, qui lui, n'est pas dans la logique du vertical, horizontal, etc. Mais il est dans des formes vivantes. Jamais on ne voit d'architecture vitaliste, avec des formes qui ressemblent à des fleurs, à des animaux, à des squelettes ou à ce genre de choses. Simplement parce qu'on vous aura éduqué dans une histoire officielle de l'architecture, où vous avez des grands personnages importants, le Corbusier, etc. Et puis, où on ne vous fait pas une contre-histoire de l'architecture qui vous permettrait de voir qu'il y a d'autres façons de faire de l'architecture. Et pour le coup, c'est à vous de reprendre ces choses-là en main en disant oui, certes, c'est le payeur qui fait la loi, parce que quand vous dites je veux une maison, eh bien vous devriez pouvoir dire mon désir c'est ça. Ce que Malaparte disait, je voudrais une maison qui me ressemble. Et vous pourriez dire, eh bien on va la penser tous les deux, cette maison. Et on va la faire ensemble, et je vais faire surgir les formes dont vous me dites que vous les sollicitez. Alors Michel Onfray, je ne voudrais pas vous frustrer, mais je ne voudrais pas non plus frustrer trop les étudiants qui ne vont pas poser le 10e des questions prévues, donc je sens bien après mettre des frustrations. Clémence, la question suivante. Oui, je pense aussi pour comprendre l'architecture, il faut aussi comprendre le système d'acteurs qui marche avec le système de production de l'architecture. Aujourd'hui, l'État possède peu de moyens et investit peu dans des grands projets publics. Ce sont souvent plutôt des groupes privés qui vont investir dans des stades, dans des musées. Est-ce que le caractère d'intérêt public attaché à l'architecture, il n'est pas remis en cause par ce système-là ?
plus que l'architecte et sa manière de concevoir. Alors il ne vous aura pas échappé que la France mène des guerres depuis 1991. Depuis que François Mitterrand a choisi de se faire le petit chien de George Bush, nous détruisons partout sur la planète. Et il y a de l'argent pour détruire. Il n'y en a pas pour construire. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, où on a le fameux État islamique avec un terrorisme qui serait prétendument en relation avec leur méchanceté, nous serions tellement bons et tellement gentils, hein, ils viennent nous attaquer parce que nous on est gentils et eux ils sont méchants. Ça fait simplement depuis 1991 que nous leur tapons dessus, tous les pays musulmans, et qu'avec les coalitions américaines, nous avons fait 4 millions de morts. 4 millions de morts avec les bombes occidentales dans lesquelles se trouvent des bombes françaises. Là, il y a de l'argent. Quand Fillon nous disait à une époque la France est en faillite, quand on nous dit quoi, augmenter le SMIC de 2 centimes, vous n'y pensez pas. Les caisses de l'État sont vides. On ne va tout de même pas augmenter le salaire des pauvres. On ne peut pas. Et d'un seul coup, on y va. Guerre en Libye, guerre en Afghanistan, guerre au Mali, guerre en Mauritanie, guerre partout sur la planète. En Syrie, on a des avions, on a des porte-avions, on a des bombes dont certaines font 2-3 millions d'euros chaque bombe. On en balance tous les jours, etc. Donc, il y a de l'argent. L'État a de l'argent. L'État n'a pas d'argent pour les pauvres, l'État n'a pas d'argent pour les gens modestes, l'État n'a pas d'argent pour vous payer vos études et vous contraint à faire des emprunts pour que vous puissiez suivre des études dignes de ce nom. Et il nous dit aujourd'hui, bah non, mais on n'a pas d'argent pour construire des bâtiments. Si l'État voulait investir dans la construction plutôt que dans la destruction, il en aurait bien sûr les moyens. Mais ça n'est pas sa priorité. Puisqu'on parle des moyens, Lucas a une question également sur ce thème. Certains pays commencent à privatiser des quartiers, faute de moyens publics, à l'image de la promenade Sainte-Catherine à Bordeaux. Vous en pensez quoi? Ça vous paraît normal, vous? Écoutez, moi j'ai le désir de faire une université populaire en dur depuis 2002, depuis 15 ans. Et je me bats contre tous les gens qui sont justement des acteurs de la création architecturale. Donc je vois bien à quoi ces choses-là ressemblent. Il n'y a pas d'argent, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour ce genre de choses. Donc effectivement, on dit on va privatiser au maximum, c'est l'esprit de l'époque. C'est-à-dire qu'on ne nationalise plus, on dénationalise, on privatise, et puis on dit, eh bien, il y a des gens qui ont de l'argent, ces gens-là vont faire de l'argent avec l'argent. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez en avoir. Donc vous dites, oui, moi je prends en charge ces choses-là. Et à partir du moment où vous avez mis sur la table une grosse valise de billets et que vous disposez d'un quartier, il faut que ce quartier soit rentable, hein. On ne fait pas ça pour la beauté du geste, on ne fait pas ça pour le patrimoine, on ne fait pas ça parce qu'on est dans une logique de mécénat. Pas du tout, on est dans une espèce de logique d'investissement. Donc tout, aujourd'hui, est susceptible de permettre les investissements et les rapports sur investissement. L'art contemporain ne sert qu'à ça, aujourd'hui. On fabrique des cotes et vous avez des gens qui sont rien du tout et d'un seul coup, ça vaut un prix fou. Simplement, ça permet de blanchir l'argent des gens, des milliardaires qui, eux, peuvent très bien se retrouver avec 50 toiles d'un artiste. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en même temps, vous les avez payés. Et puis, les artistes sont contents, les galeristes sont contents parce qu'ils prennent la moitié. Et puis, les gens très riches sont contents parce qu'ils défiscalisent, ils peuvent passer tout ça au black et ils ne paient pas d'impôts sur ce genre de choses. Donc, on voit bien que la privatisation en matière de construction, c'est la pire des choses. Parce que les exigences de ces gens-là, on sait bien que ça ne va pas être une exigence d'urbanisme ou de beauté, ça va être une exigence de rentabilité. Vous avez décidé de vivre à la campagne. Pour quelle raison? La ville ne vous attire pas? Vous ne vous sentez pas à l'aise dans la ville? C'est la campagne qui vous permet de vous épanouir? Alors plus en province qu'en campagne, parce que j'ai habité à Argentan pendant 37 ans, mais Argentan c'est une sous-préfecture, c'est 14 000 habitants. J'ai une maison dans mon village natal, à Chambois, 500 habitants. Mais en même temps, il n'y a pas Internet, il y a une épicerie. Dans l'épicerie, la salade est pourrie. L'ail, quand on appuie dessus, il y a un nuage qui sort. La viande est sous cellophane, elle est marron, elle est toute noire. Il y a une boulangerie, le pain est immangeable. Donc c'est difficile de vivre pleinement dans la ruralité quand vous avez besoin d'être hélas. Il n'y a pas Internet, ça connecté. C'est une fracture par exemple Bien dans sûr. la société? Bien C'est un sûr. vrai handicap aujourd'hui? Bah oui. Et moi, quand je vais dans ce village, je sais très bien que je suis coupé du monde. J'ai évidemment un abonnement Internet et je peux éventuellement accéder à 2 ou 3 informations, mais je n'ai pas intérêt à avoir des fichiers lourds à faire passer. Et de toute façon, le téléphone portable ne passe pas. Qui aujourd'hui a un téléphone fixe? C'est terminé. Donc il y a une vraie difficulté à vivre au quotidien dans la ruralité. J'ai des avions à prendre, j'ai des trains à prendre, il faut passer par Paris pour presque tout. Donc vivre à la Chambois, ce serait en permanence être sur la route avec ma voiture pour partir à Argentan, etc. Donc je vis à Caen depuis, j'ai perdu ma compagne il y a 3 ans, donc j'ai quitté Argentan où je vivais.
sinon j'y serais encore. Mais je suis à Caen parce que c'est plus facile, c'est là que j'ai créé mon université populaire, c'est là que j'ai été prof 20 ans, et c'est là que c'est plus facile de prendre des avions, des trains, mais en même temps de rester en province. Alors Michel Onfray, il nous reste 4 minutes dans cette émission, ça passe très très vite. On ne peut pas ne pas aborder le thème du plaisir, du bonheur, et c'est le thème qu'on souhaitait aborder avec vous, donc les étudiants. Et c'est Lucie qui vous pose la première question. Oui, tout à l'heure, vous parliez de former sa propre république pour être heureux. Votre république est-elle heureuse ? Je vous l'ai dit là, il y a 2 secondes, j'ai perdu ma compagne il y a 3 ans, donc effectivement, quand j'ai perdu mon père il y a 6 ans aussi, il y a des moments où on ne peut pas être heureux tout seul. Donc il y a un moment donné dans l'existence où vous le verrez, le bonheur n'est plus positif, c'est-à-dire c'est plus rechercher positivement du bonheur, mais c'est rechercher des occasions de ne pas être malheureux. Donc il y a auprès de moi Dorothée que vous avez vue et qui était auprès de moi depuis 20 ans et avec qui on a fait plein de choses, université populaire, etc. Donc je ne suis pas seul, mais et ça contribue à mon bonheur en même temps. Mais le bonheur, quand on a un certain âge, c'est justement d'éviter les déplaisirs, c'est d'éviter les souffrances, c'est d'éviter les peines. Alors il y a une exposition publique qui est la mienne et qui fait que, évidemment, si vous écrivez des bouquins, que ça se passe bien, quand vous voyez la télé, on estime qu'on vous y voit trop, et vous ne savez pas finalement que quand vous arrivez une fois à la télévision, 9 fois vous avez refusé d'y aller. Ça crée de la jalousie, de l'envie, de la méchanceté, du ressentiment. Il faut vivre avec ces choses-là. Donc il y a ce que Marc Aurèle appelait la citadelle intérieure. Donc c'est une espèce de citadelle intérieure qu'il faut se constituer. Ça va, j'y travaille depuis que j'ai 17 ans, donc c'est solide et c'est bien constitué. Et puis après, vous avez des gens autour de vous, et à ce moment-là, il faut choisir. J'avais théorisé ça dans un livre qui s'appelait La sculpture de soi, mais ce que j'appelle l'élection et l'éviction. C'est-à-dire vous faites rapprocher des gens de vous, c'est votre cadre, c'est votre cercle d'amis, votre cercle de proches, des gens importants, l'amitié, des choses denses. Et puis après, au-delà, vous avez d'autres cercles. Donc il faut construire votre existence autour de vous en sachant qu'effectivement, dans votre citadelle intérieure, il y a toute votre intimité. Autour, avec les amis, les proches, il y a les moyens de fabriquer cette république hédoniste et heureuse. Et puis le reste du monde, eh bien, il est ce qu'il est. Et on fait des incursions de temps en temps pour rentrer très vite dans sa citadelle. Michel Onfray, je vais vous demander un exercice qui est compliqué, qui va vous frustrer, c'est de faire des réponses en une trentaine de secondes, mais je sais que vous savez faire aussi pour ces questions qui ont été préparées par les étudiants. Et c'est Clémence qui nous pose la question suivante. Vous vous revendiquez hédoniste, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots sur quoi se base une telle philosophie de vie ? En 30 secondes, là, c'est vraiment très compliqué. Hein, non, c'est faisable. Non, c'est faisable. L'hédonisme, c'est la philosophie qui dit qu'il faut viser le plaisir, le sien et le plaisir d'autrui. Mais pour vous montrer que je peux faire vraiment très vite, il y a une phrase de Chamfort qui résume l'impératif de l'hédonisme. Et Chamfort dit « jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi ni à personne, voilà toute morale ». Vous voyez, je sais être court. Eh bien, c'est parfait. Ça permet à Étienne de poser la question suivante. Et pour changer, est-ce que vous pouvez nous évoquer rapidement les limites de ces systèmes de pensée, si vous en voyez ? Oui, bien sûr, il y en a. C'est-à-dire que quand je dis « jouis et fais jouir », c'est important, c'est-à-dire jouir soi-même personnellement, c'est pas compliqué, hein. C'est les petits garçons, les petites filles font ça, c'est-à-dire moi tout seul. C'est le souci d'autrui qui est important, sans faire de mal ni à toi, ça c'est facile, ni à personne. C'est-à-dire que de temps en temps, si votre plaisir vous le payez d'un déplaisir d'autrui, alors ça n'est plus un plaisir. Donc la difficulté, c'est que l'autre soit au courant de son propre désir, que nous soyons nous au courant du désir de l'autre, et que nous puissions prendre en considération et son désir et le nôtre. Donc l'hédonisme, c'est une construction au quotidien. Et la limite, elle se trouve avec les personnes dont je dis qu'elles sont des délinquantes relationnelles, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas clairs sur eux-mêmes, qui veulent une chose mais qui veulent le contraire, qui n'ont pas entendu ce que vous avez dit, qui préfèrent entendre le contraire parce qu'ils l'ont imaginé, etc. Les limites à l'hédonisme, c'est que la plupart du temps, vous êtes le seul à respecter les règles du jeu. On est dans le monde du bonheur, du plaisir que nous abordons là, et le plaisir, il est multiple. Lucas, question pour finir cette émission. On sait aussi que vous adorez la cuisine. Vous avez même publié un livre intitulé Le ventre des philosophes, où vous étudiez l'art d'entrer en philosophie par la bouche. Mais qu'est-ce que vous recherchez dans la cuisine ? Et si vous étiez un aliment, lequel vous correspondrait le mieux ? Je serais une patate, une pomme de terre. C'est simple, efficace et ça tient bien au corps. C'est pas coûteux et on peut faire des merveilles avec. Vous pouvez faire des choses très simples et en même temps très, très compliquées, très élaborées, ou un œuf. Ça aussi, c'est extraordinaire. Donc je cuisine depuis que j'ai 17 ans, et tous les jours, c'est-à-dire matin, midi et soir. Je ne suis pas de ceux qui font de temps en temps une tarte et qui laissent leur femme bosser et qui disent ma spécialité. Alors on va essayer de parler de produits qui sont peut-être plus proches de l'Aquitaine.
Lucas. Justement, on est dans une région qui possède de bons produits locaux avec une bonne gastronomie du terroir. Oui. Et vous semblez apprécier les huîtres. Oui. Voilà. Donc pourquoi ce goût partagé pour les huîtres? Moi, j'aime tout. Hein. Ne vous inquiétez C'est-à-dire pas. que j'ai cru qu'on voulait m'agresser. Julien, non, Julien, puisqu'on parle. Non, Je me suis dit, si on y va au couteau. Ah, vous voulez que je vous montre que je sais ouvrir les huîtres? Oui, parce qu'on a appris Je que peux le faire. vous étiez également un spécialiste en ouverture d'huîtres. Donc, Qui a dit ça? On a des informateurs, c'est un Des partage informateurs. aussi. Ouais, mais là, je risque On de va me finir- défoncer la main en direct. Non, vous êtes un spécialiste. On a quelques secondes pour puissiez partager avec nous peut-être ce moment-là. Ouais. Les huîtres, c'est un moment de partage comme tout le reste. Bah, tout, hein, toute la cuisine. D'abord, moi, je prends jamais ça. C'est les couteaux à huîtres, là. Parce que je prends un couteau normal. Et voilà, en voilà une. Et je peux vous en faire comme ça, autant que vous voudrez. Voilà, et donc ça fait partie des produits du terroir que vous aimez beaucoup partager en Aquitaine. Ah oui, bah oui, mais pas seulement. Denis Mola m'a appris que ça se mangeait avec des petites saucisses. J'en ai encore mangé hier soir. Et je pense que Michel ce soir, on va continuer. Onfray, merci. Ah, merci. vous voulez pas que je parle de mes recettes? Mais si, mais c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation de Questions de choix. C'est la fin de cette émission. Merci aux étudiants, merci aux enseignants qui nous ont permis de préparer cette émission. Merci à Gilles Cousin, aux équipes techniques de France 3 Aquitaine et à Claire Fond. D'excellentes soirées. Merci. Voilà.